Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va aller faire un petit tour, on va voir comment ça va à Maurice, on va parler des élections dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Richard Saou. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gisbert. Alors, les dates des élections. Les dates des élections villageoises, municipaux, c'est pas encore fait. Date des élections villageoises, c'est-à-dire des districts tels que Flac, Maïbo, etc., Grand B, se feront le 22 novembre. Et donc, l'enregistrement a eu lieu la semaine dernière pour les actes de candidature. Faut vous dire que ça a été annoncé par surprise. Personne n'a vu venir. Ah, par surprise, il y a eu des réactions dans l'opposition? Oui, parce que l'opposition, je pense que si vous êtes à leur niveau, ils devaient savoir que Pravin Jagnot va leur faire un coup comme ça. Par contre, les petits candidatures, les petits citoyens, etc., parce que c'est des élections villageoises. Alors justement, c'est quoi des élections villageoises à l'île Maurice? Les élections villageoises, c'est des élections des villages. Les villages à l'intérieur d'un district. Par exemple, le district de Maïbo, on a le village de Maïbo, le village de Pointe-Desny, on a le village, etc. Comme à Flac, on a le village de Centre-Flac, de Bel-Air, etc. Donc, ce qui se passe, chaque village doit élire 9 candidats. Après, dans chaque conseil de village, on prend 3 personnes qui vont dans le conseil de district. Alors, donc, dans chaque village élit son conseil de 9 personnes. Et dans chaque conseil de village, on prend 3 personnes pour créer le conseil de district. Conseil de district, voilà. D'accord. Et ça, ils sont élus pour combien de temps? Ils sont élus en principe pour 6 ans. Et là, ça a fait 8 ans. C'était vraiment exceptionnel que les élections n'ont pas eu lieu. Alors, d'abord, on va prendre au plus bas. On va commencer par les villages. Dans le village, ce conseil prend quelle décision? Comme toute collectivité locale, ils dépendent du ministre de collectivité locale, du gouvernement. Et la plupart des collectivités locales, Maurice, fonctionnent avec un budget qui est donné par le gouvernement. Et il y a très peu de marge-manœuvre au niveau des impôts locaux. Dans un petit village, ils occupent, comme ici, des problèmes de ordures, asphaltage de routes, accès à des dispensaires de santé, de transport, de délivrance de certificats, etc. Donc vraiment, c'est vraiment très local, mais on peut dire comme que ils devront plus décentraliser, parce que pour beaucoup des démarches qu'on peut faire dans un village, dans un conseil de village, on est parfois obligé de venir à Port-Louis, ce qui crée toutes sortes de complications. Et d'ailleurs, pour montrer peut-être cette nouvelle direction, pour la première fois que vous devez déposer votre acte de candidature, vous devez absolument venir au bureau de Port-Louis, bureau des élections. Et la semaine dernière, ils ont pu le faire dans leur région. Dans la région. Ouais. Et le conseil de district, quel est son champ d'action? Il décide quoi? Aussi l'entretien des routes, l'enlèvement des ordures ménagères. Qu'est-ce que décide le conseil du district? Les jardins, les aménités de services publics, et aussi les écoles pour pré-primaire. Donc voilà un petit peu leur champ de compétences. Peut-être qu'il faudrait élargir ce champ de compétences. Moi-même, je suis pour qu'on va un petit peu, parce qu'on voit que ça a bien marché. À Rodrigue, on a ce qu'on appelle l'Assemblée régionale, une sorte de semi-autonomie, où ils décident à travers une assemblée plénière, législative, on peut dire, où il peut émettre des lois, des régulations, dans les domaines de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine un peu plus élargi. Donc c'est adapter les lois
national de Maurice à Rodrigue, c'est ça qu'il faudrait pouvoir faire dans les régions. Oui, c'est ça qu'il faudra faire dans les villages, les transformer en régions, parce que c'est des villages, c'est un petit peu archaïque de parler des villages, parce que maintenant la différence entre village et ville. Oui, Maurice s'est beaucoup développé ces dernières années. En tout cas, c'est devenu de belles villes. Oui, de belles villes. On peut pas dire que Maïbourg c'est un village. Tout à fait. Et pour continuer, donc district. Après, il y a les élections municipales. Oui, les élections municipales devront emboîter les pas très vite, mais il y a encore un peu de temps. Quel lien entre le village, le district et les mairies? Comment ça fonctionne? Parce que ce sont les mairies qui chapeautent l'ensemble après. Non, les mairies, ils chapeautent que les villes. Ah, d'accord. C'est-à-dire Port-Louis, Beauvais-Saint-Rosile, Quatre-Bornes, Vacquois, Cœur-Pipe. Voilà, d'accord. Ces villes, ces périmètres. Et donc, on a toujours dit pourquoi faire une différence entre les municipales et les conseils de district ou conseils de village, car les choses ont beaucoup changé. Donc, parce que les municipaux peuvent imposer des impôts locaux. Je pense qu'on peut demander à certaines personnes, par rapport à leur maison, par rapport à leurs revenus, des impôts locaux. Et donc, alors que dans les villages, la situation a beaucoup changé au niveau habitat, au niveau de vie. Au niveau de vie, les gens ont peut-être des maisons de 3 étages. C'est pas normal que ils ne payent pas de taxes ordures. D'accord. Voilà. Mais comment le conseil municipal peut travailler avec un district, avec des villages? Non, justement, c'est ça. C'est bien séparé. C'est bien séparé. Tout ça est chapeauté par un ministre de collectivité locale qui est très centralisé et municipal et tout ça. Ça date de l'époque très lointaine. Je veux pas dire le mot. Parce que quand on prend une ville comme Port-Louis aujourd'hui, qui est devenue vraiment une grande ville, ça bouge beaucoup. On peut pas la gérer comme, je dirais, un petit village, quoi. Non, on peut pas le gérer comme un village. Mais il faut peut-être s'inspirer des villages, parce que Port-Louis est devenu tellement grand, tellement dense, tellement d'activités d'un quartier à l'autre. Il faudrait peut-être venir à un système d'arrondissement pour retrouver ce localisme, parce que c'est trop centralisateur pour lui, et des fois pour lui est très déconnecté un petit peu de ce qui se passe. Ah oui, ça un peu comme partout, hein. Je veux dire, dans tout pays, il y a une différence entre le nord et le sud, entre les campagnes et les milieux urbains. On voit que chaque partie du territoire ne se développe pas de la même façon et surtout pas à la même vitesse. Oui, on voit pour lui il y a des poches de pauvreté qui peut-être n'est pas dans les villages, parce que les villages, les districts... C'est plus harmonisé. Harmonisé, et ça a beaucoup évolué au niveau vous savez, avant, quand vous venez à Port-Louis, quand vous venez du nord à Port-Louis, les gens prenaient le bus. Oui. Et ils venaient de temps en temps pour les courses, comme ça. Maintenant, les gens viennent à Port-Louis tous les jours. Et il vient en BMW, Mercedes. Alors qu'à Port-Louis, on se déplace avec des voitures Toyota, etc. Donc, on voit que la richesse est là-bas, n'est pas dans les villes. Donc, il y a un rééquilibrage à faire. C'est un petit peu les mêmes modèles dans d'autres d'évolution dans d'autres pays. Je veux dire, l'agriculture a quand même enrichi quelques personnes. Oui, beaucoup de personnes. Ouais. C'est-à-dire, on enlève des champs de canne pour mettre des usines. Ouais. Faut le dire. Des usines de textiles, des usines de toutes sortes. Il y a le petite entreprise, l'entrepreneuriat, l'artisanat. Ça a beaucoup développé. Et donc, les champs de canne ne sont plus autant rentables. Donc, il y a très longtemps, ils ont délaissé les champs de canne. Et beaucoup des jeunes ne veulent pas mettre la main à la terre, ils font des études. Et d'ailleurs, quand on parle de textile, il y a un retour aussi au textile à Maurice ou pas? Oui, en ce moment, il y a un retour du textile avec la fabrication de masques. Et d'ailleurs, on a exporté 350 millions de masques à la France, et on est en train d'exporter aux États-Unis. Donc, il y a comme un changement de peut-être revenir un petit peu plus vers le textile.
parce que bon, en même temps, le textile était mal au point aussi. Il y a aussi l'échec à Madagascar. Ça n'a pas marché de délocaliser les entreprises à Madagascar. Oui, ça n'a pas été, ça a pas été un succès parce que les Malgaches, et il y a des différences aussi là-bas au niveau de comportement, de plein de choses, et aussi les gens, parce que Maurice est un facilitateur, un intermédiaire entre les grands groupes textiles, et donc il y a pas un grand groupe ne veut pas acheter là-bas pour x y raison, voilà des choses que ils contrôlent pas. Et est-ce que là, mais sans vouloir créer je pose la question plus en tant que journaliste, est-ce que les minorités sont bien représentées, que ce soit dans les comités, les conseils de village, les districts? Est-ce que on voit un petit peu tous les représentants de chaque communauté qui compose l'île Maurice? Oui, parce que ça, il y a une loi pour ça. Hein. Je crois qu'il y a une loi qui s'appelle Best Loser. Hein, c'est le meilleur perdant. Et le meilleur perdant, c'est pas justement pour retrouver un meilleur perdant dans le sens qu'on le comprend, c'est justement pour faire ce rééquilibrage entre les diverses communautés. C'est-à-dire que si on regarde la liste des élections sur les 10 personnes qui composent les 10 premiers, si on peut dire, les 3 sont élus de facto, et le 4e, le 5e, le 6e, donc le 4e peut-être est le meilleur perdant sur papier, mais on va prendre peut-être le 9e parce qu'il y a un manque d'une communauté. D'accord. Voilà, dans donc, le Parlement. On tient au moins à ce niveau-là, à avoir un équilibre, que chaque communauté se sent représentée, que ce soit dans le conseil du village ou district. Oui, et même dans les conseils de village où il y a une communauté qui est peut-être plus nombreuse, il y a un équilibrage. Mais on doit aussi ajouter que ça a beaucoup bougé. Hein. On est dans ces statistiques assez anciennes. Maintenant, c'est équilibré partout. Dans tous les endroits, il y a un peu toute communauté. Peut-être qu'à un moment donné, prenez l'exemple de Flac, il y avait beaucoup d'hindous. Majorité à 3/4 peut-être, mais ça a bougé. Les hindous sont partis à 4 bandes pour pouvoir vivre dans la ville, être près des emplois, de fonctionnariat, etc. Ceux qui étaient un peu plus pauvres sont partis vivre à la campagne parce que le terrain agricole, etc. était moins cher. Donc on voit que ça a beaucoup bougé et Maurice a beaucoup changé et surtout ces dernières années. Justement, à quel moment va intervenir les élections pour les députés et justement pour voir si on change ou pas de gouvernement? Les députés, c'est pour quand? Les députés, c'est pour 2024. Donc on est encore sur la première année, il y a encore 3 années à aller. Mais ça, c'est une élection intermédiaire qui pourra nous renseigner sur... Parce que les élections villageoises, c'est là où les partis... avec des leaders hindous sont majoritaires. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc c'est pour ça qu'on a un leader hindou, parce que les Indiens sont majorité dans la base des villages. Ouais. Et ce socle-là ne bouge pas, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la majorité, j'allais dire, la plus forte représentation reste des hindous. Des hindous, et surtout ce qui est plus intéressant pour l'opposition en place, les Ramgoolam, Duval et Béranger, c'est que si ils n'ont pas au moins un quart, d'accord, de représentation, ils n'ont aucune chance. Ouais. Et donc la tradition veut que cet électorat-là était avec Ramgoolam, mais avec Ramgoolam et ces histoires qu'on connaît, cet électorat est avec Pravin. Donc Ramgoolam, il a intérêt à prendre un petit peu de cet électorat. C'est pas M. Béranger qui va le prendre, c'est pas M. Duval. Ils vont peut-être prendre un petit peu des gens intellectuels qui ont l'esprit ouvert, etc. Mais la plupart des gens, eux, ce qu'ils regardent, c'est leur farata, leur d'huile, le prix d'huile, etc. Donc, vous voyez, c'est pas les mêmes demandes parce qu'ils n'ont pas les mêmes demandes aussi que ceux qui habitent en ville. Quoique, avec l'évolution, on peut se demander au niveau de la sécurité, des vols, etc., des troubles de voisinage, qu'ils vont basculer dans ces thématiques, peut-être dans ces élections ou peut-être dans très bientôt. Là, on voit que la place de l'île Maurice dans la zone Indo-Océanie est importante. On voit que la France a commandé des masques. Le fait que l'île Maurice va bien, que son économie marche, en tout cas, c'est aussi à l'avantage du gouvernement. Non, je pense que au-delà du gouvernement,
On dit souvent, je dirais pas qu'on perd son temps de dire ça, mais on dit souvent les communautés, etc. Ça, c'est un discours de métropole, parce que eux, ils découvrent ces histoires de nouveautés, des différences, etc. Nous, on a passé ce stade. On est mauricien. Et l'esprit mauricien, c'est ça. Le Mauricien, il est comme ça. Et les chauffeurs de taxi, aujourd'hui, il voit que son copain vend des dôles pourris, il gagne beaucoup plus d'argent. Il vend son taxi, il va se mettre dans le dôle pourri. Les jeunes, en ce moment, ils ont dit, ah non, ben écoute, les touristes, ça va pas revenir. On fait tout ce qu'on veut, mais ça va revenir à 100%. Donc là, les jeunes, en ce moment, ils vont suivre des cours de plomberie, de manufacture de pierre tombale, d'agriculture, des entrepreneurs qui étaient dans le tourisme vont dans le recyclement des déchets. Donc, le Mauricien lui-même, il s'adapte, il voit où est l'opportunité. Donc, dans la crise Covid, c'est vrai, il y a une crise, mais il y a aussi des opportunités. Donc, les propriétaires des grands textiles, ils ont tout de suite recyclé leurs usines pour manufacturer des masques, même des appareils de respiratoire, etc. Donc, on voit que le Mauricien, il s'adapte. Et il va dans d'autres secteurs. Peut-être parce qu'on est entouré de la mer, on est une île, on se sent un petit peu... mais ça, c'est l'esprit mauricien. L'esprit mauricien, on dit toujours, hein, quand vous sortez de l'aéroport, vous voyez des maisons à étages, 3-4 étages, mais il n'y a pas de peinture. Donc ça, c'est le Mauricien, ça. Quand il fait quelque chose, il voit très grand. C'est-à-dire, il va construire une maison de 3 étages. Après, il a plus de sous pour mettre un coup de peinture. Au lieu mieux de faire une maison à étage et peindre, etc. Donc, c'est un petit peu l'esprit mauricien. Il y a un esprit mauricien au-delà de ce qu'on peut penser hindou ou quoi que ce soit. Ça existe. Comme il y a un esprit rayonné, il va se réveiller le matin. Bon, il a peut-être pas de sous, mais à midi, il est en train de manger comme un roi. Et il faut toujours trouver une route à suivre, un projet à faire. Oui. Il faut pas attendre que ça tombe dans le... Oui, et il faut pas se dire que si on est dans un secteur, on fait quelque chose, eh ben, ça va durer à vie. On est dans une flexibilité. Si on s'adapte pas, ben, on coule. On va pas attendre, on pourra faire tout ce qu'on veut, toute l'intelligence, tout ce qu'on veut pour faire redémarrer le tourisme, il va pas redémarrer comme avant. Il faut se rendre compte. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Qu'est-ce qui va motiver les Mauriciens à aller voter pour ces conseils de villageois, ces conseils de district? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre comme discours? Je pense qu'il faut les rassurer, un discours économique, mais il faut dire que le gouvernement en place, il savait qu'ils allaient organiser les élections, ils avaient toutes les cartes en main. Ils n'ont pas lésiné à innover des terrains de foot synthétiques, des nouveaux dispensaires, des centres polyvalentes, des centres de billard. Enfin bon, ils ont mis le paquet dans le village. Et du coup, c'est les villes qui en pâtissent. Les villes sont dans un état lamentable, je vous dis, des terrains de foot abandonnés, etc., etc. Donc il n'y a rien dans les villes et tout est dans le village. Et c'est pour ça que le pouvoir est dans le village. Il faut le comprendre. Donc ce qui explique quand même que les politiques sont quand même intelligents parce que c'est apparemment le socle électoral, oui. Ce sont les villageois. C'est son carré d'as, si on peut dire ça. Donc, et donc avant le MMM et les PMSD amenaient des nouveautés dans les villes. Et maintenant, bon, c'est un argent comptant. Ils savent que les villes vont voter pour eux et ils n'ont pas aucune incitation pour besoin de changer les villes, de rénover les villes, de rénover les routes, etc., etc. C'est dans un état pitoyable. Les gens n'ont pas d'eau, etc. Dans une ville, les gens n'ont pas d'eau, les drains explosent, il y a du caca partout. Enfin, excuse-moi de dire le mot comme ça. Donc voilà, c'est le jour et la nuit, hein. Donc il faut le dire. En tout cas, il y a une chose, pour ceux qui aiment les villages, c'est l'endroit où il faudra aller. Moi, je conseille je dis toujours, de louer une petite maison dans un village, ce sera mieux. Ce sera vraiment bien. Il y a un ami rayonné qui, quand je lui dis, écoute, tu vois là, il me dit, tu sais, moi, je vais à Quatre Cocos parce que après, je peux aller à la mer, j'ai la ville, j'ai tout ce qu'il faut. Enfin, j'ai les facilités d'une ville avec,
les supermarchés, l'agriculture, j'achète mon poisson frais, etc., tout sur place. Il me dit, mais pourquoi tu veux que je vais à 80 de cœur-pipe? Merci Krisha Saou pour Merci. ces informations. On va suivre bien sûr l'évolution. On verra un petit peu pour les élections, voir un petit peu comment ça va évoluer à l'île Maurice. Merci. On va regarder un reportage. On va écouter quelqu'un parler de sa profession. Je vous retrouve juste après. C'est quoi un auxiliaire de vie sociale? C'est un métier du service à la personne. En fait, je m'occupe des personnes âgées, des personnes handicapées, des familles en difficulté. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Depuis 2005. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui m'a motivée? C'est j'ai pris une petite fille qui se trouve ma cousine. Elle avait 2 mois. Sa mère était handicapée aussi. Elle ne pouvait plus s'occuper. Je l'avais gardée le temps qu'elle était à l'hôpital et quand elle est sortie, elle était déclarée plus de 80% handicapée. Donc du coup, elle était restée avec moi 8 mois, la petite. Et après, j'ai pas eu le cœur de la placer dans une famille d'accueil. Donc du coup, je l'ai gardée. Qu'est-ce que doit avoir comme compétence une auxiliaire de vie sociale pour s'occuper des autres? Déjà, il faut qu'elle soit formée, il faut qu'elle ait un diplôme, parce que sans diplôme, c'est très difficile. Parce que le métier d'auxiliaire de vie sociale, c'est faire de l'entretien, c'est faire de l'accompagnement, repérer les maladies, les pathologies pour adapter les cuisines. Il faut aussi déplacer les personnes. Donc, si on n'a pas de formation, on ne peut pas faire notre métier correctement. Quelle formation vous avez eue? Auxiliaire de vie sociale à l'IRTS. Pendant combien de temps? Sur 1 an. C'est un diplôme d'État. Et aujourd'hui, quelles personnes dont vous vous occupez, quelles sont leurs pathologies? Je m'occupe d'une personne qui est handicapée, qui est porteur de handicap. Et je m'occupe aussi d'une personne, elle n'est pas âgée, hein, elle a moins de 60 ans. Et je m'occupe aussi d'une personne qui a 73 ans, qui est porteur d'handicap, qui a eu plusieurs cancers. Et aujourd'hui, il ne parle plus, il a une canule parlante. Et il a plein de problématiques aussi, il a plusieurs maladies, donc il est dépendant. Vous, en tant qu'être humain, comment vous arrivez à garder vos distances, à ne pas prendre toute cette souffrance sur vous, à ne pas en subir les conséquences? Comment fait une auxiliaire de vie sociale justement pour être compétente, performante et efficace et en même temps ne pas porter les souffrances sur elle? Déjà, pour faire ce métier, il faut rester professionnel. Il ne faut pas rentrer dans l'affectif parce que si on commence à rentrer dans l'affectif, disons que notre intervention ne sera pas une bonne intervention parce que s'occuper d'une personne et être dans l'affectif, on va reprendre sa maladie, nous-mêmes on va pas être bien dans notre tête. Donc il faut rester très professionnel. Il faut repérer les besoins de ces personnes et les accompagner au mieux. Après, pour ce qui concerne ne pas prendre les souffrances aussi, il faut faire quelque chose à côté pour pouvoir évacuer. Moi, j'ai trouvé, au début de mon métier, quand j'ai commencé mon métier, en fait, quand je voyais toute cette souffrance, je commençais à souffrir. Et ensuite, je me suis dit, non, je ne peux pas faire ce métier et prendre sur moi, parce que je ne pourrais pas continuer éternellement à faire ce métier si je prends toutes ces souffrances. Donc, du coup, moi, j'étais faire une thérapie. Ça m'a beaucoup aidée, une thérapie douce. Et ensuite, je me suis orientée vers le yoga. Et voilà. Donc, ça m'aide à évacuer en faisant du sport, en faisant de la marche et en faisant du yoga. À chaque fois que vous allez vous occuper de ces personnes dont vous êtes responsable, professionnellement parlant, comment vous préparez psychologiquement, comment vous préparez pour être, je dirais, performante et efficace? Disons que pour me préparer psychologiquement, quand je vais travailler, je sais que je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais adapter en fonction des besoins aussi, selon les personnes, parce que on ne travaille pas de la même façon avec chaque personne. Il faut s'adapter.
c'est très difficile parce qu'on fait plusieurs personnes dans la journée. Donc à chaque fois, il faut vraiment se replacer pour pouvoir aller. C'est pas la même intervention en fait avec chaque personne. Est-ce qu'il y a une part de votre humanité dont vous vous coupez à un moment ou à un autre? Non, pas du tout. On ne peut pas se couper de sa part d'humanité, non. Parce que si on fait ce métier, déjà, il faut être dans le social, il faut être humain, il faut être rempli de compassion. Sinon, on ne peut pas faire ce métier. Je dirais plus, ce métier, c'est un métier qu'on fait par vocation. On ne peut pas devenir comme ça auxiliaire de vie, c'est pas possible. Mais vous avez également votre vie à vous, vous avez aussi votre famille. Vous arrivez à faire la part des choses? Oui, moi j'arrive à faire la part des choses. Quand je sors de mon boulot, quand je suis dans mon boulot, je suis professionnelle, je suis à fond dans mon boulot. J'accompagne les personnes au mieux, mais quand je coupe, quand je pars chez moi, je laisse tout. Je reprends, quand je reviens le lendemain, je reprends mon métier. Je peux faire une coupure, moi ça me pose absolument pas de problème de faire une coupure entre mon métier et ma vie professionnelle. Ça n'affecte en rien ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Comment, en plus de près de 20 ans de métier, ce que vous faites, votre activité professionnelle, a influé sur l'évolution de votre comportement? Comment ça a évolué? Quand on voit toutes ces souffrances qu'il y a chez toutes ces personnes, tout cet handicap, toutes ces maladies, toute cette souffrance, on ne peut pas rester tel qu'on est. C'est une leçon de vie qu'on nous donne chaque jour en regardant cette personne. Donc forcément, on change, ça influence sur notre comportement. On a un autre regard sur la maladie, on a un autre regard sur les personnes. C'est vrai que dans la vie personnelle, on va faire autrement. C'est pas possible de continuer à être comme on est. Non. Ça change, ça forge un caractère. Face à la souffrance, ça nous aide aussi à prendre du détachement. On est dans la compassion, on va aider au mieux, mais on arrive aussi à se détacher. Qu'est-ce que cette expérience professionnelle vous a apporté, à vous, dans vos valeurs, dans votre façon d'avoir de la compassion, d'être dans l'empathie? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous êtes sûr que, voilà, si vous n'avez pas fait ça, vous auriez eu un autre comportement. Mais là, vous êtes dans ce métier-là, ça vous a forcément apporté quelque chose. Oui, ça m'a appris à être vrai. Ça m'a appris à être moi-même. Souvent, quand dans la vie de tous les jours, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais on a envie de donner une image. Une image parfois qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas notre personnalité. On change de personnalité. En faisant ce métier, en voyant tout ce qu'on voit, parce que parfois on peut même pas imaginer ce que nous, auxiliaires de vie, on peut voir. Parce qu'en fait, on n'est pas seulement... on nous dit souvent, une auxiliaire de vie, c'est une femme de ménage. On n'est pas une femme de ménage. On fait plus que ça. On est parfois les yeux, les oreilles, les membres de ces personnes, parce que parfois, ces personnes ne peuvent plus rien faire. Ce sont des personnes qui sont gravataires. On fait de l'accompagnement social, les démarches administratives. On essaie de repérer tous les besoins que ces personnes ont pour les appareillages, pour les aider au mieux, pour qu'ils puissent se déplacer dans la maison. On essaie de repérer tous les besoins. Et du coup, je ne vais pas dire qu'on est indispensable, mais c'est vrai que quand on arrive chez ces personnes-là et qu'ils nous attendent avec impatience et qu'on voit le sourire qu'il y a sur leur visage, parfois quand on arrive, ils nous disent on est leur rayon de soleil. Quand on passe un week-end et quand on arrive, ils sont pressés de nous voir parce qu'ils nous racontent tout. Parfois, on est les seules personnes qui passent dans la journée ou même voire toute l'année. C'est des personnes qui sont isolées. Donc, quand on voit toutes ces choses-là, bien sûr qu'en tant que personne, on réfléchit. On ne veut pas vivre de la même façon. Quand on accomplit certaines choses, on réfléchit. On ne va pas faire comment je dirais, humainement, on ne peut pas faire comme si on faisait semblant. Ça nous change la vie, voir ce genre de personnes faire ce métier, humainement, ça change de beaucoup. En tout cas, moi, c'est un métier qui est noble, que j'aime beaucoup, et je ne me verrai pas aujourd'hui faire un autre métier, parce que un métier, ce qu'on donne à ces personnes,
on ne fait pas que donner, on donne, on reçoit. Et c'est ça qui me réconforte, moi, dans la vie, qui m'apporte de la joie, parce qu'on donne, on reçoit autant de ces personnes.